Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto à la fois JS et PHP dans lequel on va voir comment traiter des formulaires de façon asynchrone. Alors comme je l'ai dit, c'est un tuto qui va mélanger à la fois du JS et du PHP, donc par rapport au JavaScript, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu jusqu'à présent, et pour le PHP, eh bien, il est préférable d'avoir déjà des bonnes connaissances en PHP pour pouvoir suivre ce tuto, mais par contre, si vous êtes à l'aise avec une autre technologie backend, comme par exemple, je sais pas, Python avec Django, Ruby on Rails, etc., vous pourrez également tout à fait suivre ce tuto puisque la partie PHP qu'on écrit ici est relativement restreinte et elle permet juste de mettre en application ce qu'on voit par rapport aux requêtes asynchrones en JavaScript. Je voulais apporter cette petite précision en début de vidéo histoire d'être sûr que personne ne se retrouve perdu par la suite, mais en tout cas maintenant que c'est dit, eh bien, on va pouvoir commencer à voir comment traiter nos formulaires de façon asynchrone, c'est-à-dire sans avoir besoin de recharger la page, de forcer la page des navigateurs à se recharger à chaque fois qu'un internaute va valider un formulaire. Pour ce tuto, on ne va pas partir d'un document totalement vide, mais j'ai déjà créé un petit formulaire ici, donc forme id égale inscription, et c'est ce formulaire qu'on va traiter de façon asynchrone pour vous présenter justement le fonctionnement de ce système, et pour avoir un exemple concret également d'utilisation. Donc le formulaire est vraiment très simple, j'ai juste mis un id inscription, quelques champs, donc un pseudo, un email et un mot de passe, et enfin le bouton submit simplement pour valider l'inscription. On va donc surtout s'occuper du JS et du PHP, donc les deux fichiers ici, app et script, sont totalement vides, et on va voir comment faire ça. Alors la première chose à se demander, ça va être quelles sont les étapes pour pouvoir justement traiter notre formulaire de façon asynchrone. Dans un premier temps, on va vouloir déjà détecter lorsque le formulaire est validé, lorsque quelqu'un va submit ou envoyer le formulaire. On va ensuite faire un appel asynchrone sur le serveur pour pouvoir faire le traitement justement de ce formulaire, et ensuite on va également traiter la réponse que le serveur va nous envoyer. Donc la base de la base du traitement, ça va être déjà de détecter le submit du formulaire. Donc pour ça, on va faire un document.getElementsById. On va faire ça sur on va récupérer plutôt notre formulaire qui a l'id inscription. Et on va faire un addEventListener comme ceci de l'événement submit pour vérifier quand le formulaire est bien envoyé. Function ensuite, et on va mettre E simplement pour annuler le comportement par défaut. Alors ça je reviens pas dessus parce que c'est des choses que j'ai déjà beaucoup expliqué dans le précédent tuto, et un return false pour être simplement sûr que le comportement par défaut soit bien évité. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va vouloir créer l'objet XML HTTP request, ou plutôt créer un objet à partir de cette classe JavaScript qui va nous permettre de faire un appel asynchrone. Donc on va le créer, on va faire var xhr égale new XML HTTP request comme ceci. Et à la ligne, on va venir faire nos différents traitements. Alors la première chose qu'on avait vue, c'était d'écouter simplement, ou de vérifier plutôt, lorsqu'on a un changement d'état de notre requête. Donc pour ça, on va faire un xhr.onReadyStateChange égale function. Et à l'intérieur de cette fonction, on va faire une vérification sur this qui va contenir l'ensemble des informations sur notre requête. Donc on peut faire un console.log de this si on veut, histoire de voir ce qui se passe au niveau de notre requête. Ici, je vais mettre un point virgule vu que la fonction est dans une variable, ou plutôt dans un attribut de notre objet xhr. Et un petit peu plus bas, on va initialiser notre requête. Donc xhr. On va faire open. On va créer une requête get pour l'instant, virgule, et on va faire ça sur notre script, donc /async/script.php. Et on va mettre ici true, forcément, pour dire qu'on veut faire une requête asynchrone. On peut faire un xhr.send, et ce send va nous permettre simplement d'envoyer la requête. Donc une fois que c'est fait, on a déjà la base de notre script JS qui est prêt, et on va voir comment mettre ça en relation avec notre script.php. Donc on va revenir déjà sur notre page JS. Je tiens à préciser également qu'il y a un localhost 2.3030 puisqu'on utilise PHP. C'est donc important d'être sur un serveur qui est émulé, donc soit avec WAMP ou XAMPP si vous êtes sous Windows ou Mac, ou bien même avec PHP-S comme ici, comme je le fais dans ce tuto-là, si vous êtes sous Ubuntu ou sous une autre distribution Linux. Ça permet simplement d'avoir un serveur PHP qui tourne. On ne peut pas tout simplement faire ce tuto-là ou faire ces manipulations-là de façon asynchrone sur un script PHP sans avoir de serveur PHP. Donc on va revenir au niveau de notre code. On voit ici, déjà je voulais vous montrer ça justement, si on clique sur inscription, on voit qu'on a bien le readyStateChange qui s'exécute à chaque fois et qui va nous montrer à quoi ça ressemble. Donc on voit bien que quand on a onReadyStateChange, readyState 4 juste ici, qui veut dire que notre requête a bien été effectuée, et on a un status 200 et status texte OK, qui veut dire que la requête a bien été effectuée, que le fichier a été trouvé et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Donc forcément, c'est pas ce qu'on veut faire, on va aller un petit peu plus loin, et nous on va vouloir envoyer des paramètres au niveau de cette requête. Alors déjà, pour le traitement, on va vérifier que this.readyState soit égal à 4, vu qu'on veut traiter uniquement la requête dans le cas où elle a bien été effectuée, et this.status égale 200. De cette façon, on sait qu'il n'y a aucune erreur et que le fichier, que la requête a bien été exécutée. Et si ça a bien été effectué, on peut faire un console.log de this.response. On peut également traiter le cas où il y aura une erreur, donc dans ce cas-là, this.readyState égale 4, mais on ne précise pas de statut, simplement parce que le statut va être un statut d'erreur, vu que 200 c'est celui où tout s'est bien passé, et on va faire par exemple un alert de une erreur est survenue, 3 petits points. Donc ici on a déjà notre gestion d'erreur et l'affichage de la réponse dans la console, enfin de la réponse de la requête, la réponse du script PHP qui va s'afficher dans la console. Ensuite ici on a notre get, si on met par exemple quelque chose dans le script.php, on peut le faire ici, on va dire echo, alors je vais ouvrir la balise PHP forcément, echo test, 3 petits points, je vais venir actualiser la page ici, on va faire inscription et là il m'affiche bien test 3 petits points. Pourquoi? Puisque la requête s'est bien déroulée, on a ici dans le app.js la requête qui a bien été faite, le readyState était égal à 4, le this.status 200 et ici on a bien le console.log de this.response qui est la réponse de notre script PHP et vu qu'on a fait un echo test, eh bien ça nous affiche simplement test 3 petits points. Donc là, on a notre requête qui est prête, notre traitement également de la réponse du serveur qui est totalement prête, et on va vouloir modifier un petit peu tout ça et passer notamment des paramètres. Alors la première chose pour passer des paramètres avec une requête XML HTTP request, ça va être de passer non pas une requête get, mais une requête post. Donc pour ça, on va modifier ici get en post. Et ensuite, au niveau des paramètres, eh bien, on va les passer dans xhr.send. C'est ce send ici, quand on va envoyer la requête, qui va prendre les paramètres en paramètres. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça va prendre les paramètres qu'on veut faire passer à notre script PHP, à notre script côté serveur, dans le paramètre de cette fonction ici, ou de cette méthode plutôt send. Donc si je passe des paramètres, par exemple, je peux passer pseudo égale primefx et email égale prime, par exemple, @fx.com. Donc vous voyez que ce format qu'on utilise ici pour la requête, pour les paramètres plutôt de la requête, eh bien c'est le même format que des variables d'URL. Donc c'est une notation assez spécifique qu'on va utiliser ici pour passer des paramètres. Il y a également quelque chose de très important, c'est qu'on doit préciser justement le type de paramètre qu'on passe. Et pour ça, il faut faire un xhr.setRequestHeader. On va mettre une en-tête en fait dans notre requête et on va dire content type. Ça s'écrit vraiment comme ça, il faut respecter la syntaxe. Et en deuxième argument, application, donc application x-3w-form- forme comme ceci, -URL encoded. Et de cette façon, il va savoir que le format qu'on passe ici, dans les paramètres de send, eh bien c'est un format de form URL encoded, qui veut dire simplement, c'est assez littéral, c'est un formulaire form, et le format dont on passe ici les données, c'est URL encoded, c'est-à-dire un encodage de format d'URL. Donc on va voir après qu'il y a d'autres méthodes bien sûr pour faire ça, mais en tout cas si on veut passer des paramètres de cette façon, c'est cette ligne-là qu'il va falloir exécuter, qu'il va falloir préciser. Donc là on va aller un petit peu plus loin, et maintenant on va faire un var dump. Donc comme ceci, var-dump ou printr plutôt, pour afficher ça textuellement, printr de post. Comme ça, ça va nous afficher sous un format texte notre post, le résultat de post. Donc on a ça, on va revenir ici sur notre page, on actualise et on va faire inscription. On voit bien qu'il me passe ici array, donc c'est un tableau, et primefx avec ici prime@fx.com. On a bien pseudo et email qui sont passés en paramètres. On peut faire ça même de façon un petit peu plus élégante. On pourrait préciser par exemple qu'on veut une réponse au format JSON. Pour ça, on pourrait mettre ici xhr.responseType, comme ceci, égal, et on va lui préciser qu'on veut comme type de réponse du JSON. De cette façon, ici, eh bien, il va nous retourner un format JSON par défaut. Par contre, pour ça, on ne peut pas lui passer simplement du texte. Si on revient ici et qu'on fait inscription, il va nous dire nul, tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé de JSON dans la réponse. Pour que notre réponse du coup soit bien en format JSON, eh bien on va pouvoir utiliser une fonction PHP qui est bien pratique, qui s'appelle JSON-encode et qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'encoder tout ce qu'on passe en argument au format JSON. Et pour ça, pour afficher justement à l'écran le résultat, il faut faire un echo. On a donc echo de JSON encode de post qui va nous permettre d'afficher tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre super global, donc de la variable post. On va revenir ici sur cette page-là, on va venir sur la page directement du script, donc a5/script.php, et si j'actualise la page ici, on voit bien qu'il m'affiche juste deux accolades. Pourquoi? Puisqu'on a un format JSON, mais qui ne contient absolument rien.
Si je lui passais par exemple à titre d'exemple post de test est égal à 1, comme ceci, donc c'est vraiment totalement aléatoire et arbitraire hein, comme exemple, mais si j'actualise la page, on voit bien qu'il m'affiche test 1 puisqu'on a bien une donnée JSON à l'intérieur. Donc ça c'est bien le format JSON. On va revenir du coup, donc on va enlever ça hein, bien sûr, j'actualise, il n'y a plus rien, il y a juste nos deux accolades, enfin nos deux crochets. Et si je reviens ici sur cette page, on va maintenant faire inscription et on voit qu'il me renvoie pseudo-primefx, email-prime@fx.com qui est bien un format JSON. Donc on a bien un format JSON qui est renvoyé à partir des paramètres qu'on passe ici dans notre requête. Alors là, vous vous doutez que si on voulait récupérer chaque champ du formulaire, alors là encore, il y a 3 entrées dans le formulaire, donc c'est pas bien important, mais si on avait un formulaire d'une dizaine d'entrées par exemple, on s'amuserait pas à récupérer la valeur de chaque élément un par un avec un getElementById par exemple, ou en se servant des variables de formulaire en JavaScript qu'on avait vu dans le dernier tuto également, mais il y a une façon bien plus simple de le faire qui va être d'utiliser l'élément formData. Alors formData, comment ça marche? Eh bien je vais vous montrer ça, on peut le créer par exemple tout en haut, et on va dire var data, donc var simplement le data sont les données de notre formulaire, égale form, alors new formData comme ceci, avec un F et un D majuscule, hein, j'insiste là-dessus parce que JavaScript est sensible à la casse, et on va passer à l'intérieur notre formulaire. Donc ici notre formulaire c'est cet élément là, c'est document.getElementById inscription, mais vu qu'on est ici dans un événement qui est rattaché à cet élément là, eh bien on peut mettre directement this, et ça va détecter que c'est notre formulaire. Donc ce formData, en fait, à quoi il va nous servir? Eh bien, il va simplement récupérer de façon totalement automatique, c'est une classe hein, JavaScript qui est déjà prédéfinie, et ça va nous permettre de récupérer de façon automatique toutes les entrées de notre formulaire. Donc ici, on aura notre pseudo, email et mot de passe qui vont être renseignés dans notre variable data. Data, du coup, va contenir tout ça, et on va pouvoir lui passer directement dans notre xhr.send. Ça va être le paramètre, en fait, de notre requête. Donc pour ça, on peut enlever ce format. Bon, on va pas l'utiliser du tout hein, ici. Je voulais quand même vous le montrer, ce format URL encoded, simplement parce que c'est un format qui est également très utilisé et c'est un format qui se rapproche de celui, enfin qui est exactement le même que celui qu'on retrouve dans les variables d'URL sur les sites internet en PHP par exemple lorsqu'on a des variables get qui transitent. Mais c'est pour vous montrer que même à travers une requête post, on peut passer des données qui ont ce format-là. Bref, donc ça, on peut enlever ici cette ligne, je vais la mettre en commentaire, et à l'intérieur ici, on ne va plus passer notre pseudo et email de cette façon, mais on va passer directement data. Donc on a data qui contient les données de notre formulaire, et on a ici .send data, et pour l'instant notre script.php qui nous renvoie simplement les données qu'il a reçues. Donc on va revenir au niveau de notre navigateur, j'actualise la page, et ici je vais faire inscription. Alors là il me renvoie pseudo, email et mot de passe, mais qui ne contiennent rien du tout, puisqu'on a bien les 3 champs, mais qui ne contiennent rien. Si je lui mets par contre pseudo primefx mail prime@fx.com et rien du tout pour l'instant comme mot de passe, je fais inscription et là le serveur, enfin le script côté serveur a bien reçu le pseudo primefx, l'email prime@fx.com et le mot de passe qui ne contient rien du tout. Et si je lui rajoute un mot de passe, par exemple 1, 2, 3, 4, inscription, il a bien reçu également le mot de passe. Donc voilà pour ce transfert de données déjà depuis notre app.js vers notre script PHP et maintenant eh bien, il va s'agir simplement de traiter les données qu'on reçoit. Alors pour ça je vais vous proposer un format que je trouve assez intéressant qui va nous permettre toujours de renvoyer du JSON hein, bien sûr, mais je vais vous proposer un format de traitement en tout cas que je trouve très pratique et que j'utilise au quotidien pour traiter des données de façon asynchrone. Donc pour ça on va commencer par créer une variable success comme ceci qu'on va mettre à 0 par défaut ou à false, hein, peu importe, je vais la laisser ici à 0. Et en dessous une variable message MSG qui va contenir par défaut un message d'erreur. Donc ici on avait déjà un message d'erreur au cas où ça ne fonctionnait pas en fait, au cas où la requête n'était pas bien passée du côté du serveur. Ici on pourrait mettre exactement le même message, donc c'est-à-dire une erreur comme ceci est survenue, 3 petits points. Mais là on ne pourrait pas les dissocier en tant que développeur. Alors c'est à dire que si la personne, un internaute reçoit cette erreur, il s'en fiche généralement que le problème vienne du fait que le fichier n'a pas été trouvé ou que ça vienne du traitement au niveau du script PHP. Donc pour lui ça va lui être égal. Mais pour nous par contre il nous faut une manière de les dissocier quand on va faire du développement. Donc pour ça au lieu d'afficher ça de cette façon, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter simplement quelque chose de spécifique. Par exemple, une erreur est survenue, on pourrait rajouter un dièse ou un symbole comme ça, peu importe, hein, juste à la fin. Ou alors, une erreur est survenue, entre parenthèses, script.php. Ça c'est juste vraiment pour le développement, histoire de pouvoir situer l'erreur. Ensuite, on va faire notre traitement, donc ça je vais laisser un petit peu d'espace pour après. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va renvoyer une réponse au format JSON. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer un tableau, je vais l'appeler res pour résultat, et on va lui passer 2 paramètres. On va avoir success, donc comme ceci, qui va être égal à quoi? À la variable success qu'on a créée juste au-dessus.
Et ensuite, on va avoir MSG qui va être égal à MSG, enfin qui va contenir plutôt notre message. Et en dessous, on va faire un echo de JSON-encode de notre variable res, donc qui va faire un encodage de tout ce tableau. C'est vraiment la même chose que si je l'avais passé là, hein. C'est juste pour que ce soit un petit peu plus détaillé et un petit peu plus facile certainement à comprendre. Donc là, si j'ai ça de cette façon, si j'exécute maintenant le script de façon asynchrone, donc je reviens sur la page, je vais faire inscription, il va me dire success 0 et message, une erreur est survenue, entre parenthèses script.php. Donc on va revenir sur notre éditeur et on va maintenant passer au traitement du formulaire. Alors également une petite chose intéressante, c'est que là on n'a plus besoin de recharger la page à chaque fois, du moins quand on fait des modifications sur script.php et pas sur app.js. Pourquoi? Parce que script.php va de toute façon être rechargé vu qu'il va être appelé de façon asynchrone. Donc c'est parti, on va traiter tout ça. Alors je vais faire un traitement vraiment assez bateau, mais simplement histoire de vous montrer le principe. Bien sûr, ne vous fiez pas à ça si vous voulez vraiment créer des comptes de façon asynchrone. On va déjà vérifier si aucun champ n'est vide. Donc pour ça, je vais juste copier plusieurs fois ça, voilà, de cette façon. Et on va vérifier que les champs ne soient pas vides. Donc on a pseudo, on va avoir le champ email et on va avoir le champ post MDP qui était pour le mot de passe. On va ensuite ouvrir une accolade, aller à l'intérieur, et à l'intérieur de ça, on va dire, on va définir par exemple nos trois variables pseudo, email et mot de passe. Donc pseudo HTML special chars, on va juste faire un petite sécurisation, vraiment quelque chose de minimum, hein. Strip tags comme ceci en PHP, qui permet d'éviter les tags HTML de pseudo, donc post pseudo. On va faire la même chose pour les autres champs, donc ici on va avoir l'email, donc email, de post email et un troisième pour le mot de passe qu'on va appeler MDP, pas MSG mais MDP, égal, et on va faire par exemple un password hash en PHP, donc password hash de notre variable post MDP, et on va dire comme algorithme de hachage le password-default. Voilà, donc là c'est vraiment juste un traitement très bateau. Si vous ne connaissez pas toutes les fonctions ici, il n'y a pas de souci, c'est juste pour vous montrer qu'on va traiter le formulaire, et en gros il faut juste comprendre que pseudo contient notre pseudo qu'on a passé en post, email contient l'email, et mot de passe le mot de passe, enfin le mot de passe haché du coup. Et else ici on peut déjà mettre une erreur, on va dire par exemple msg égale, et à l'intérieur du message on va dire veuillez renseigner tous les champs, comme ceci. On va ensuite faire d'autres vérifications. Par exemple, on peut demander à ce que le pseudo ait moins de 10 caractères, donc strlen pseudo inférieur à 10. Dans ce cas-là, on va continuer, et sinon, on va mettre une nouvelle erreur. MSG, ça va être cette fois-ci, votre pseudo doit contenir moins de 10 caractères, comme ceci. Et on peut faire une dernière vérification, par exemple vérifier l'adresse email, donc on peut faire ça automatiquement en PHP avec filter var, on va vérifier email et on va dire filter, donc la constante filter validate email, qui nous permet de vérifier si l'email entré est correct, si la forme de l'email est correcte. Et sinon on va mettre également un message msg égale adresse email invalide, comme ceci, invalide, voilà. Donc là, on commence à voir à quoi MSG va nous servir, puisque c'est un message qui va contenir l'erreur en fait qui est liée. Donc on va pas l'appeler erreur parce qu'on pourrait avoir un message dans le cas où ça réussit également, dans le cas où success passerait ici à 1, mais on a bien un message qui va contenir à chaque fois l'erreur. Et comment savoir si ce message est une erreur ou une réussite, entre guillemets, si le script a bien été effectué? Eh bien en fait c'est assez simple, on va vérifier ici au niveau de notre réponse si success est à 0. Si c'est à 0, c'est que c'est un message d'erreur, et si success est à 1, c'est que c'est un message ici, alors soit il n'y a pas de message, soit ça va être un message de réussite, qui veut dire que tout s'est bien déroulé. Donc on va continuer, et ici si vous étiez par exemple dans le cas d'un vrai site avec une base de données et tout ce qu'il faut derrière, eh bien on pourrait faire un ajout de l'utilisateur en base de données. Ajout de l'utilisateur en base de données à cet endroit. Je mets bien sûr exemple, hein, ça reste vraiment totalement un exemple, donc je vais le mettre juste ici. Et du coup, une fois qu'on aurait ajouté l'utilisateur en base de données, eh bien on pourrait dire que c'est un succès, que tout s'est bien déroulé, que l'utilisateur a été créé, etc. Donc success passe à 1. Message également, soit on pourrait dire l'utilisateur a bien été inscrit, soit on peut simplement le vider. Alors ici, on ne va pas le vider pour l'instant, on va juste mettre ça en commentaire et on va voir ce qu'il se passe. Donc je vais revenir sur la page web, ici je vais faire inscription, et il me dit une erreur est survenue, script.php, mais success est à 1. Pourquoi? Parce qu'on a tous les champs ici du formulaire qui sont bien conformes, mais pourtant notre message ici est resté le message d'erreur par défaut. Donc si j'enlève par exemple ici le .com, que je fais inscription, il va me dire success 0, message, adresse email invalide. Si je mets par exemple ici primefx et que je le copie-colle plusieurs fois, il va me dire success 0, message, votre pseudo doit contenir moins de 10 caractères.
Donc voilà par rapport à la gestion des erreurs, mais justement quand il n'y a plus du tout d'erreur, donc si ici je mets bien le .com que tout est conforme, je vais faire inscription, il me dit oui, success, c'est bon, mais par contre on voit dans notre requête qu'on a une erreur est survenue. Pourtant il n'y a pas eu d'erreur bien sûr parce que tout s'est bien passé et on est arrivé au bout avec le success égale 1. Donc là, ce qui est important en fait, ce que je fais tout le temps de manière personnelle, c'est que je mets message soit en mettant un message de succès, soit en vidant au moins message, histoire qu'on n'ait pas une message d'erreur qui arrive avec un success à 1, ce qui est complètement contradictoire. Donc maintenant, si je reviens ici et que j'actualise, que je renvoie plutôt le formulaire, on a bien success 1, mais message qui est vide. Et là, c'est totalement logique, tout s'est bien passé, donc plus de raison d'avoir de message, ou bien éventuellement, on pourrait mettre un message de réussite. On a donc maintenant la partie côté JS qui est fonctionnelle, du moins qui nous renvoie la réponse, la partie du script.php qui est totalement valide, qui est totalement fonctionnelle, mais on va revenir du coup sur la partie app.js, histoire de traiter la réponse ici différemment, de façon un petit peu mieux, que simplement un console.log de this.response. Alors le console log, à titre personnel, je vous conseille de le laisser tant que vous êtes en développement parce que ça vous permet de voir le retour de vos requêtes, le retour de votre serveur en temps réel sur la console, et en parallèle vous pouvez faire le traitement des informations. Donc pour traiter des informations, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on peut créer par exemple une variable qu'on va appeler res pour résultat de la requête, et dire que res est égal à this.response. On va ensuite faire un if res.success. Donc res.success, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement l'accès à notre donnée success depuis notre format, depuis notre JSON, depuis notre objet JSON. Si on revient au niveau de la page ici, au niveau de notre page web, on voit qu'on a bien success1, donc l'objet, donc c'est notre objet ici, this.response, on le stocke dans res, et on peut donc accéder avec un point à sa donnée success. Si on a eu un succès, eh bien ici on peut faire un console.log par exemple de utilisateur inscrit, point d'exclamation. Et sinon, else, on peut faire par exemple un alert de res.msg. De cette façon, si success est à 1, et bien ici vous pouvez faire ce que vous voulez, par exemple le rediriger, lui afficher également une alerte pour dire que tout s'est bien passé. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme traitement, mais on sait ici, lorsqu'on est dans ce cas-là, que tout s'est bien déroulé. Sinon, avec le else, eh bien on a ici un alert, vous pourriez faire n'importe quoi d'autre, mais on met par exemple un alert de res.msg pour afficher le message d'erreur. Une autre technique, ce serait par exemple d'afficher le message d'erreur dans le index.html, juste en dessous par exemple en créant un paragraphe ou une div ou quoi que ce soit qui pourrait contenir l'erreur. Donc on va laisser ça de cette façon, je vais réactualiser la page et ici je vais faire inscription. On voit bien le résultat, success 0 et le message d'erreur et il me dit bien veuillez renseigner tous les champs. Ici, si je reviens, que j'enlève par exemple le .com et que je mets bien un mot de passe, donc comme ceci, 1, 2, 3, 4, inscription, il va me dire adresse email invalide. Si je reviens et que je rajoute le .com, voilà comme ceci, que je copie-colle par exemple le mot de passe et que je fais inscription, il me dit votre pseudo doit contenir moins de 10 caractères. Et si j'ai tout vérifié, je peux faire inscription et là qu'est-ce qui se passe? On me dit dans la console utilisateur inscrit puisque l'utilisateur a bien été inscrit. Donc voilà par rapport au traitement asynchrone d'un formulaire, donc bien sûr je ne me suis pas occupé ici de l'ajout dans la base de données et tout ça, mais ça reste du PHP, alors pas élémentaire, mais disons ça reste vraiment propre au domaine du PHP et du SQL, des bases de données et tout ça. Ici ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'on peut traiter ici un formulaire de façon asynchrone en ayant un appel qui se fait depuis notre fichier JS. On a bien notre formulaire ici, on fait l'appel asynchrone depuis le app.js, on traite tout ça en PHP, et on renvoie un tableau ici JSON au niveau de notre app.js que l'on va traiter à cet endroit-là. Alors bien sûr, on pourrait aller encore plus loin, et si on voulait, on pourrait par exemple renvoyer des données. À titre d'exemple, on pourrait dire data égale à un tableau vide, et on pourrait par exemple ajouter, dans le cas où tout se passe bien, un data MDP, donc pour le mot de passe haché, bien sûr, qui serait égal à MDP, au mot de passe haché de l'utilisateur. Dans ce cas-là, on rajouterait ici une virgule, data, et on pourrait passer directement notre tableau data, pas besoin de passer chaque champ un par un, puisque ça c'est encodé automatiquement en JSON. Et donc ici, si on revient au niveau du script, on fait inscription, il nous dirait, voilà, on aurait un tableau de data et on aurait un objet avec notre mot de passe une fois qu'il a été haché. Donc c'est juste pour vous montrer que quand on fait ce traitement et qu'on renvoie des données de façon asynchrone, eh bien, on peut renvoyer absolument tout ce qu'on veut. On peut renvoyer des données, on peut renvoyer des choses spécifiques, on peut vraiment tout gérer et ensuite on peut gérer ce qu'on a reçu du serveur une fois que la réponse, une fois que la requête a été traitée au niveau de notre app.js. C'est donc tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère également que vous aurez bien compris comment tout ça fonctionne pour traiter un formulaire de façon asynchrone. Je voulais quand même vous présenter ça avec un cas assez concret d'inscription, même si ça reste uniquement 3 champs et qu'on n'a pas fait d'ajout en base de données et toutes les vérifications de sécurité, parce que tout ça, ça reste du PHP et si vous utilisez un autre langage back-end, eh bien vous pourrez également le faire de la même façon qu'on l'a fait ici.
Mais en tout cas, j'espère que vous avez pu bien voir ici comment on va traiter tout ça, comment on envoie la requête, le format JSON, la réponse ici qu'on reçoit en JSON. Je vous invite également à tester tout ça avec le network, l'onglet network ici ouvert, ou réseau si vous avez le navigateur en français. Pourquoi? Puisque ça va vous permettre de voir à chaque fois tout ce qui se passe au niveau des requêtes. Vous avez notamment la taille ici, la taille à chaque fois, donc ici en bytes des requêtes, donc en octets. Vous avez également le temps que ça a pris pour chaque requête, le type, voilà, donc ici XHR pour dire que c'est une requête asynchrone. On clique dessus, on peut voir également ce qu'on a, donc toutes les informations sur les entêtes. On peut voir les params, donc tout ce qu'on a envoyé ici, ça c'est les paramètres de notre form data. Et response qui est la réponse de notre script.php. Donc ici, on peut afficher ça, par exemple en JSON directement, on a l'affichage des données qui ont été rendues. On a également le timing, voilà, on a beaucoup de choses après qui vont s'afficher, beaucoup d'informations, mais je vous invite à regarder un petit peu tout ça pendant que vous faites vos requêtes, surtout si c'est vos premières requêtes asynchrones, histoire de voir comment tout ça se déroule. Gardez bien sûr le console log, histoire de voir également, d'avoir le payload, ça s'appelle en fait le retour de votre requête. Et en tout cas, j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.